Amy, soyez le bienvenu avec Stuttering Society pour cette interview. Si tu veux, te présenter très brièvement, tu viens de le mentionner, mais enfin, je peux en déduire que tu es étudiant, mais je vais quand même poser la question. Si tu voudrais te présenter brièvement, voilà, quel est ton nom, qu'est-ce que tu fais, et si tu veux partager ton expérience que tu trouves assez pertinente pour cette interview. Mhm. Alors, m'appelle Emile, j'ai 22 ans et je viens de Copenhague, mais je suis moitié français, un mix. Je suis en Belgique, pas pour les études en fait, mais pour un projet CES, ça s'appelle, c'est du volontariat international fait ou sponsorisé par l'Union européenne et c'est ce qui m'a amené à Louvain-la-Neuve où j'ai organisé beaucoup d'événements dans un café pour mon projet et ça m'a aussi amené à devenir bénévole dans un café très très spécial que j'ai découvert par hasard ici, le Café Monde. Et là, j'aurais beaucoup de choses à dire. Merci. C'est quoi exactement le Café Monde, si tu dis, bah, j'ai beaucoup à lire. Oui, Je ne connais pas, donc non. Bah, moi, je ne connaissais pas non plus. Et ça a commencé la première semaine de mon temps en Belgique où j'étais vraiment en crise de changer le pays. J'avais tellement peur de pas parler aux Belges parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, s'ils allaient m'accepter avec mon bégaiement. Mais alors, le premier week-end, je me suis décidé d'aller à la maison des jeunes dans la ville pour rencontrer d'autres jeunes. Mais en rentrant, le gars, il m'explique que aujourd'hui, c'est une journée spéciale, pas pour les jeunes Belges, mais pour des réfugiés du Soudan. Et là, moi qui avais tellement peur des Belges déjà, maintenant, devoir être face à des gens encore et peut-être 1000 fois plus différents que moi, que les Belges, bah là, j'avais encore plus peur. Mais ce que j'ai découvert là, c'est que ça, c'était des jeunes du Café Monde qui travaillaient là-bas. Et c'était une expérience qui a vraiment changé tout pour moi parce que on a pu parler, il m'a accepté et on a fait des échanges incroyables. Et donc, le Café Monde, c'est ça, c'est un lieu où c'est fait pour créer du lien entre des gens en situation de migration et le reste de la population. Et pour moi, ce que ça m'a apporté, c'est que je cherche beaucoup le faire le contact avec des gens, surtout eux qui sont différents, parce que ça a toujours été si difficile pour moi. J'ai toujours eu tellement peur du différent. Donc pour moi, c'était comme une
thérapie de pouvoir faire du lien avec ces gens-là. Donc ça a changé tout pour moi. Vraiment. Voilà, merci Amy pour en parler comme ça. Moi, je comprends alors que ouais, il y avait pas mal d'inquiétudes peut-être ou qu'on était incertain de OK, avec mon bégaiement, comment les gens vont-ils réagir? Mais alors par hasard, ce café Monde est justement un lieu où que les gens ils sont là pour se rencontrer et pas pour juger. Ils sont là pour s'accepter l'un l'autre, en fait. Mhm. Oui, exactement. Et de voir que là, avait une chose en commun que moi, je leur craignais, ou Mhm. c'est ce qu'on dit, mais en même temps, eux, me craignaient aussi parce que moi, j'étais l'Européen qui vient là, et oui. Donc, c'était intéressant. C'était comme si on était au même niveau. Et c'est vraiment important, en fait, d'avoir un esprit ouvert, disons, et bon, faut pas avoir peur l'un de l'autre, mais tout simplement s'accepter. Mhm. Mhm. Je m'imagine, ça a été peut-être pas vraiment une expérience qu'en grandissant avec un bégaiement, ce n'est pas vraiment la règle, avoir ce genre de moment où, quelle a été en fait surtout ton expérience en grandissant avec un bégaiement? Mhm. Bah, j'ai toujours eu, ou j'avais un bégaiement très fort quand j'étais plus jeune. J'étais petit, ça me posait pas de problème. J'avais plein d'amis et la vie, c'était juste comme dans une petite bulle où les gens, ils te connaissaient déjà, donc il n'y avait jamais cette expérience de voir que quelqu'un est complètement perturbé de qui tu es, de trop bizarre, tout ça. Donc c'était comme ça quand j'étais plus petit, mais en agrandissant en tant que jeune adulte, que le monde il commence à s'agrandir, bah, c'était là où d'avoir un bégaiement fort, ça devenait de plus en plus, de plus en plus difficile. Je commençais beaucoup à m'isoler, de ne pas vouloir rencontrer du monde. Et surtout quand j'ai fini ma première école et que j'ai pris une année, c'est très danois, mais une année de internat, on fait ça, ou pour apprendre la musique, choses créatives. Bah là, maintenant, est en face de 100 ou 50, 60 nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Bah, ça a complètement brisé mon monde parce que je ne savais pas comment gérer ma peur de me sentir bizarre. Et donc, cette année, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai resté longtemps dans mon petit monde et tout ça. Et aussi, ça a continué au lycée oui, tout ça était toujours difficile. Mais après, j'ai commencé à vraiment travailler mon bégaiement et sur moi-même en la dernière année de mon lycée. Et après, ça a pu changer beaucoup, beaucoup.
Merci de partager comme ça ton histoire personnelle. Je m'imagine que oui, ne pas avoir cet environnement avec les gens qui vraiment bon, te connaissent, qui t'acceptent, voilà, qui ne pointent pas du doigt nécessairement, ou qui ne jugent pas, qui disent voilà, ça c'est Émile, il y a rien, il y a rien à ça. Et alors être dans un environnement où on connaît personne, et surtout, bon, je pense que ça aussi, ça fait partie d'être jeune ado, c'est beaucoup plus, disons, tough, hein, c'est beaucoup plus dur, comment on est l'un avec l'autre. Je m'imagine, oui, c'est pas agréable. Moi-même, bon, ce n'est pas avec le bégaiement, mais moi-même, naturellement, j'ai aussi eu des expériences qui n'étaient pas très fantastiques. J'ai eu le même genre de réaction, de vouloir m'isoler et pas vraiment de voir des gens. Donc, et je m'imagine, c'était pas agréable comme expérience. Hmm. Euh, et en fait, il y a deux choses que j'aimerais te poser comme question, Émile. C'est que juste à la fin, tu en parlais, tu dis en fait, surtout les dernières années, tu travaillais en fait sur ton bégaiement. Est-ce que tu pourrais un peu plus m'expliquer là-dessus, c'était quoi en fait ce travail que tu faisais? Hmm. Oui, donc ça a commencé, commencé un peu déjà à l'internat où j'avais fait un programme au Danemark parce que j'avais déjà essayé la logopédie et ça m'avait pas trop aidé. Donc j'avais un ami qui bégayait, qui avait fait ce programme. Donc ma mère m'a dit, OK, tu, tu pourrais essayer ça si tu veux. Et donc, OK, pourquoi pas. Et ce programme, c'est quelque chose de très, très intense. C'est un programme fait par des gens qui bégayent où l'idée est un peu comme les groupes AA, oui, tu vois. Et c'est où ils travaillent deux choses, deux principes, on peut dire, les techniques pour parler, pour contrôler le bégaiement, mais puis surtout le côté psychologique, en comprenant tout ce qui fait le comportement que quelqu'un qui bégaye, éviter les mots et éviter les sons, s'isoler, tout ça, et comprendre ce que ça fait à toi et ton bégaiement aussi. Donc, c'est de changer tous ces mauvaises habitudes psychologiquement en faisant l'opposé absolu. Et ça, c'est difficile parce que ça, dans ce programme, il y a par exemple des exercices où il faut aller dans la rue parler à 100 personnes, par exemple, et faire un discours sur la rue et des choses, des expositions vraiment, on peut dire, fortes et dures. On vous jette dans l'eau, quoi. Oui, c'est ça. Et la première fois, pour moi, c'était trop. Je n'étais pas assez mature, donc tout ça, ça n'a pas été agréable pour moi. Mais le dernière année de lycée, je voyais que dans ma vie, il y avait tellement de choses que je voulais faire, mais en même temps où j'étais avec moi-même, avec ma parole, ben, ça m'empêchait de devenir qui je voulais être. Et donc, je me suis dit, OK, maintenant,
je réessaie, mais je le fais de ma façon. Je prends tout ce que j'ai appris, mais j'essaie de l'impli- l'impliquer dans un contexte prenant en compte que il y avait des choses pour moi qui ne marchaient pas trop. Et donc là, j'ai petit à petit juste pratiqué les techniques. Et puis avec les gens que je connaissais du programme, on a petit à petit augmenté, aller dans la rue, tout ça. Et ce qui a vraiment changé pour moi cette première année, c'est qu'avec mon meilleur ami, on avait une idée d'un projet dans l'école, faire un parc au lieu d'avoir un grand parking moche. Et là, je me suis dit, OK, ça c'est une très bonne idée. On pourrait en fait essayer de le faire. On pourrait essayer de réaliser ça. Mais pour faire ça, il fallait qu'on fasse des discours pour les conseils de l'école, comment on dit, les gens qui gèrent l'école, plein de discours devant beaucoup de gens. Et ça me faisait hyper peur. Mais je me suis dit, OK, je sais, ça va me motiver, me donner une raison de essayer de m'améliorer ou travailler sur moi. Et donc, on a fait ça, on a écrit les discours et moi, j'avais tellement peur et je pouvais seulement dire ce que j'avais écrit avec la bonne technique, bien prendre mon temps, bien montrer que je bégayais. Et ça a marché. Et, et ça a non seulement marché, je trouvais que je le faisais hyper bien. Et donc, et en même temps, de me mettre là devant tous ces gens comme quelqu'un qui bégaye, bah, je crois que c'était une des premières fois de ma vie que j'ai vraiment vécu, OK, c'est cool de bégayer, ou ça peut être cool quand on ose être vu- vulnérable, tu vois. Ah, ah. Attends 2 secondes. Oui, pas de souci. Oui, quand on ose et que je voyais que les gens, ils me respectaient pour ça. Et donc, ça m'a vraiment donné beaucoup sur mon image, sur moi-même, on peut dire. Donc, ça, c'était le début qui a vraiment fait une grande chose. Et oui, j'ai une très longue histoire. Si tu veux, je continue, mais je sais pas. On peut certainement continuer. Mais enfin, moi, ce que j'entends certainement, c'est, et en ayant lu pas mal de livres, mais aussi ce que j'ai entendu d'autres personnes, c'est qu'en général, euh, on a tous, on a tous ça en nous, on a peur d'être vulnérable. Euh, Hmm, puisque voilà, on a tous ce peur que si on est vulnérable, ben, l'autre personne va en profiter ou va t'attaquer ou te hmm, détruire et on ne veut pas ça. hmm, Et justement, ça fait preuve d'avoir du courage hmm, que quand quelqu'un ose dire, ben non, voilà, je me mets dans une position vulnérable, c'est qui je suis, ça ce sont mes challenges, ou ça c'est ce qui est pas bien, même à un travail où on dit, bah écoute, oui, il y a X, Y, Z qui n'est pas bon, voilà, je te le dis, je le mets comme ça sur la table, et alors? Et dans 90% des cas, les gens sont justement apprécient ça, cette transparence, ce courage de se mettre dans une position vulnérable
majorité du temps, les gens ne font rien, justement, ils disent, bah, chapeau, faut oser le faire. Et donc, c'est ce que moi j'entends avec vraiment chapeau que tu t'es remis à remettre dans ce programme intense et de vraiment faire en fait un projet où il faut aller faire du pitching en fait, ou d'aller présenter et en ayant un bégaiement. Bon, ma femme, elle a un bégaiement. Et puis bon, moi je remarque ça aussi avec les années que de temps en temps elle fait des présentations et je suis là vraiment de waouh, c'est fantastique qu'elle le fait. Et il n'y a personne qui va se mettre debout, qui va dire c'est quoi ça, c'est quoi ce bégaiement. Il n'y a personne, il y a tout le monde qui justement va applaudir et dire hey, cool, Mm. vas-y, continue. Ah, c'est fantastique, quoi. Oui. Et oui, c'est ça ce qui est important aussi de promouvoir cette façon de voir les choses que je crois que j'ai aussi compris que l'accept et le respect des autres, c'est quelque chose qu'on doit essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut l'avoir, tu vois. Et moi, si je me cache toute la vie, ils vont jamais m'accepter. Tu vois, il y a un choix de faire oui, on doit oser se faire respecter, je pense. Alors Oui. alors là, je suis absolument d'accord avec toi. Et, mais en même temps, faut avoir le courage de se faire respecter. Mm. En même temps, faut naturellement oui, conquérir cet impact psychologique dont tu parlais un peu plus tôt, hein. Tu disais, voilà, tu t'isolais, tu voulais pas vraiment rencontrer des personnes. Peut-être que tu pourrais un peu plus parler de ça aussi, de bon, quelles sont toutes les différentes conséquences psychologiques. Parce que bon, voilà, on n'a pas envie de parler, on a envie de se Mm. cacher. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu as connus? Mm. Oui, je crois que je vais continuer un peu l'histoire là, parce que la prochaine étape là, ce sera très clair, les choses psychologiques. Ok, après la dernière année de mon lycée avec les discours, tout ça, j'avais maintenant beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie pour la prochaine étape. Et juste après ou dans l'été, j'étais en France avec ma famille et on a visité des amis dans le Beaujolais. Et là, je me suis dit, oh, c'est trop beau cet endroit. Il parlait de les vendanges et tout ça. Et donc, quand je suis rentré au Danemark, que j'avais une année sabbatique où je voulais continuer à travailler sur moi-même et de trouver ce que je voulais étudier après, bah, je me suis dit, OK, j'aimerais bien aller faire les vendanges tout seul, voyager, parler une autre langue, mais je ne sais pas si j'ose. Je ne sais pas si ça va bien se passer ou non. Donc pendant un mois, je ne dors- dormais presque pas parce que j'avais si peur d'y aller. Mais ce que j'ai, encore une fois, que j'ai vécu, c'est quand je suis venu, quand quand j'ai fait en fait ce que je voulais de vrai. Bah, ça te donne un boost énorme. Et en fait, pour moi, je crois que c'est ça, toute l'histoire avec le bégaiement. C'est ce que te fait du bien, c'est
enfin faire ce que tu as toujours voulu faire. Et j'ai vécu là que même des gens différents de la campagne, de la France, bah, ils pouvaient m'accepter aussi. Et tout ça dans ma vie, tout ça de se sentir accepté par les gens où tu n'as jamais cru pouvoir te faire accepter, bah ça, c'est comme des miracles en fait. Donc ça, c'était une très grande expérience. Et puis, après, je voulais avoir le prochain étape. OK, prochaine étape, quoi? Et là, je me suis dit, OK, si je veux vraiment être bon à parler avec des gens, de travailler ma peur, bah pourquoi pas et être serveur dans un restaurant. Et donc, j'ai trouvé un resto où on devait chanter, je sais pas pourquoi, j'avais fait du choral en école, donc ça m'allait, ça avait l'air chouette. Mais d'être serveur, les premiers 4 mois, ou 2, 3, 4, je crois que c'est la période le plus horrible de ma vie. Vraiment. Parce que avant, avec au Beaujolais, avec les discours, je me suis habitué de commencer à dire avant de parler que moi je bégaye, c'est qui je suis. Et ça, c'était un peu aussi mon bouclier, mais qui est quelque chose qui te rend assez rigide, que tu peux seulement faire le contact d'une façon très carrée. Et en tant que serveur, c'est moins réglé. Tu as un rôle à faire. Tu peux pas juste. C'est plus compliqué. Et donc, maintenant, je ne savais pas vraiment comment gérer la peur. J'étais convaincu aussi qu'un bègue, il ne pouvait pas être serveur. C'était vraiment dans mon cerveau que ce que je fais, c'est comme si je brise des lois de la nature. Et donc, quand j'allais vers les tables, bah, j'avais tellement peur que je ne prenais pas mon temps, je ne pouvais pas utiliser mes techniques. Ce qui faisait que je bégayais hyper, vraiment beaucoup. Et ça, j'avais tellement peur de faire, donc j'évitais. J'évitais. Et ça m'a amené à un point où j'allais à des tables, je ne disais même pas bonjour, je me mettais là et je souriais et j'attendais qu'ils me disaient ce qu'ils voulaient sans dire un mot. Et en fait, ça marchait, mais c'était pas idéal parce que je me sentais horrible en me cachant comme ça. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver comment je pouvais trouver une solution pour ça. Et en même temps, j'avais tous ces pensées à pourquoi tu ne vas pas dans la rue, fais tout ce travail, bah, tu fais rien, tu es faible. Et c'était seulement après avoir un mois de congé parce que le resto était fermé que j'ai pu, ok, penser de analyser ma peur, de voir, ok, c'est quoi qui en fait que cette situation est si difficile. Et ce qui a fait que j'ai pu vaincre cette situation, essayer de faire marcher ma technique, de pouvoir être serveur comme un serveur, c'était de me concentrer sur la première phrase et
et vraiment me dire, après cette phrase, il ne doit pas avoir un doute que moi je bégaye. Donc je me concentrais à montrer qui j'étais et pas à dire qui j'étais pour après être tranquille. Parce que après, il y avait rien à cacher et que j'avais fait cette exposition, on peut dire, une façon où j'étais en contrôle, où c'était moi qui décidais la façon dont il me découvrait. Et c'était ça qui était la clé pour moi, on peut dire. Et ce qui a fait que après, j'ai commencé à trouver ça super d'être serveur et ça m'a apporté tellement de choses, vraiment. Donc ça a pris beaucoup de temps à essayer de faire marcher des choses. J'ai beaucoup pleuré, mais ça valait la peine, on peut dire. Et maintenant, je suis aussi serveur en Belgique, bien sûr. Eh ben, chapeau. Je suis en train de prendre des notes, by the way. Je fais attention, mais je prends des notes pendant ce temps-là. Et ce que moi j'entends, c'est vraiment, disons qu'il y a un chemin vers se sentir accepté, qui est vraiment central. En même temps, pour toi-même, c'est une question de vraiment gérer sa peur, Mhm. avoir des moments de réflexion. Mhm. Avoir des moments de réflexion de, oui, mais c'est quoi cette peur exactement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, mais en Mhm. même temps, je fais des assumptions, hein, j'assume qu'il y a certaines choses, certaines raisons pourquoi que, et ça mène parfois justement à ce qu'on appelle le self-fulfilling prophecy de, ah oui, bon, je vais pas pouvoir faire ça parce qu'alors je vais bégayer. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu essayes de rien dire, ce qui fait justement renforce le bégaiement. Donc tu te le fais toi-même. Ton plus grand peur devient effectivement la réalité. Mhm. Mais en même temps, tu dis non, je prends contrôle de la situation. C'est pas que eux, ils vont découvrir que j'ai un bégaiement et que donc je dois en avoir honte. Non, je vais montrer que j'ai un bégaiement et Mhm. c'est tout. Voilà. Et du premier coup, ben, ils vont voir que c'est ça. Et alors, alors rien. Ils vont l'accepter et je peux continuer tranquillement à faire mon job comme serveur, si j'ai Mhm. bien compris. Oui, tout à fait. Mhm. C'est assez fascinant et intéressant puisque je me posais la question plutôt hein, de quelles sont les conséquences psychologiques. Et il y en avait de l'isolement, hein, s'isoler, pas vouloir parler avec des gens, euh, qui est alors aussi lié à un sentiment d'être accepté ou justement de ne pas être accepté. Euh, mais ce que moi j'entends, c'est qu'il y a beaucoup en fait qui se passe surtout dans notre tête. Mhm. On commence à s'imaginer toutes sortes de choses. Et il faut avoir le courage de confronter cela et de dire, bah non, et avec ce que tu as fait, avec les présentations, mais aussi avec ton job en tant que serveur, ben, tu voyais que non, il y a beaucoup de peur qui est en train de se passer entre les oreilles, mais c'est pas qu'il y a des gens qui commencent à dire quelque chose ou n'importe quoi. Mhm. D'accord. Et j'aimais bien aussi surtout le dernier point, que c'est vraiment toi qui étais en contrôle de comment est-ce que les gens vont découvrir cela et c'est pas eux-mêmes en passant qui vont le voir. Oui, parce que c'est aussi ce qui fait une grande différence, c'est comment on le présente, on peut dire. Hmm. Parce que moi, je crois pas seulement que c'est qu'on a peur de bégayer parce que
et les gens, ils découvrent qu'on est différent, que ça a seulement à voir d'être différent. Moi, je pense surtout aussi beaucoup, c'est le peur d'être en dehors du contrôle face à une personne face à toi. Une personne, oui, pardon. Et parce que quand on est avec une personne et il y a un mot que tu, tu ne sais pas si tu vas réussir à le dire et que bah, c'est vraiment pas agréable parce que tu luttes contre ce mot et en même temps, tu as peur que l'autre va aussi voir que tu es en dehors de contrôle. Et c'est ça qui est vraiment difficile quand, tu vois, c'est comme si tu nages, mais que tu ne sais pas nager, tu vois, tu te bats Mhm. pour Mhm. rester en dehors de l'eau. Donc, je crois dans la peur de bégayer, il y a beaucoup de choses qui le font. Oui. Je m'imagine que ça fait beaucoup naturellement si la personne avec qui tu es déjà peut aider à éliminer cette peur de qu'est-ce que l'autre va penser. Si tu Mm. sais que l'autre, c'est ton meilleur ami ou ce sont des potes Mm. que tu connais très bien qui disent, oh, écoute, Mm. je ne vais pas juger, je ne vais pas condamner, c'est de Mm. notre côté, pas de souci, il n'y a rien à avoir peur, ça aide, je m'imagine, ça aide déjà beaucoup de, ok, c'est juste moi qui est en train de faire une bataille contre le mot, Mm. mais je ne dois pas commencer à m'imaginer ou d'avoir peur ce que l'autre va penser. Non, là c'est bon. Là, je suis safe, quoi. Mm. Oui, oh. Oui, D'accord. c'est ça. Mais la vie est aussi plus que les meilleurs amis, bien sûr. Il y a beaucoup de situations. Et si on veut vraiment, tu vois, pouvoir tout faire, bah, il y a beaucoup de situations où on peut se faire mal. Donc, c'est ça hein, qui est aussi le côté difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, que oui, quand je suis avec quelqu'un que je connais bien, ça me pose moins de problèmes, tu vois, de lutter contre un mot. Mais que dans la vie, il n'y a pas que les meilleurs amis, il y a aussi des inconnus, on connaît, il y a des situations difficiles, des gens qui ne sont pas forcément sympas, mais que eux, ils font aussi part de la vie, qu'on ne peut pas juste rester avec ses meilleurs amis. Ça, Oui, oui, c'est oui. pas une vraie vie. Donc, oui. Oui, je comprends ça. Ouais, on a peur de ce qui est inconnu et donc quand on a une personne qu'on passe dans le magasin ou n'importe quoi où on doit en parler, ben, effectivement, c'est pas le réconfort du connu et des personnes dont tu sais, Mm. voilà, il y aura pas de souci. Je comprends. C'est pas facile. Mm. Ah. Et en même temps, ça me mène en fait à une autre question. Est-ce que tu crois que ceci est un défi pour toutes les personnes qui ont un bégaiement dans notre société, cette peur, cet inconnu de qu'est-ce que cette autre personne va penser de moi? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres grands défis que les personnes qui bèguent font face? Quelle est ton opinion là-dessus? Mm. Mm. Oui, donc il y a cette peur, cette autocensure. Mais après, la question, c'est pourquoi est-ce que ces choses, ils se développent dans les gens qui bégayent? Et et ça, c'est parce que c'est difficile
d'être différent, c'est difficile d'être différent. Donc, les gens, des fois, ils rencontrent quelqu'un qui bégaye, ils ne savent pas vraiment comment agir, ce qui fait qu'il peut avoir des comportements qui leur protègent, mais qui font du mal aux gens. Et c'est ces expériences-là qui, après, forment en qui on est comme quelqu'un qui bégaye. Oui, attends 2 secondes. Oui, quoi? Ouais? Quoi? Ouais, je peux pas maintenant. Lundi. Allez, ça va. Allez, désolé. Pas de souci. Euh, oui, par exemple, moi, je peux parler pour moi que même tous les choses que j'ai fait, serveur, tout ça, je vais toujours avoir une peur chronique, on peut dire, toujours avoir une façon de voir le monde qui fait que je dois toujours le travailler, toujours m'exposer au monde, on peut dire. Et ça, c'est quelque chose que je dois gérer, mais dans ça, je trouve aussi une, une beauté extraordinaire quand je sais le voir comme ça. Parce que tout ça, ça me force éternellement de me pousser vers l'inconnu, vers les gens. Ça me pousse à accepter, à comprendre l'autre parce que ce contact est si important pour moi. Et ça fait que, bah, je crois que mon rêve ou ce que je veux faire dans la vie, c'est de pouvoir faire tout ce que j'ai toujours eu peur de faire, aller dans l'étranger, parler des nouvelles langues, de rencontrer les gens de toutes sortes de la société. Et c'est ce que j'ai aussi fait beaucoup en Belgique, comme au Café Monde, de faire des événements avec des sans-abri. Et ça, tout le temps de essayer d'aller vers ces choses-là. Ben, je trouve que c'est comme si c'est le but pour moi. Tu vois, je peux pas t'expliquer. C'est comme si je fais ce que j'ai toujours dû faire. Même s'il y a des périodes où tout ne va pas du tout, que je ne- j'ai tellement peur que je ne peux rien faire, je crois en final, j'ai la chance de bégayer. Je crois que c'est pour le bien. Oui. Pas mal comme approche dans la vie, je pense. Et c'est très positif. Donc, c'est incroyable que tu tournes à ton bégaiement dans une force pour pouvoir contribuer à la société et de pouvoir avoir ton rôle et ta place. Je pense que c'est vraiment chouette comme message que tu donnes là Mm. aux gens. En même temps, je pose quand même la question, quelle sorte de conseils est-ce que toi tu donnerais à d'autres personnes qui bèguent? Mm. Mm. En premier, hmm, oui, c'est difficile. Hmm.
Parce que je trouve le plus important, c'est de jamais imposer sa vie sur les autres. Je trouve personnellement, ça m'a aussi fait mal quand les autres m'ont fait ça. Donc, je crois que c'est de voir ce que tu as envie de faire et essayer de le faire. Par exemple, ce que j'ai, oui, mais aussi d'essayer de sortir de la zone de confort et voir que pour avoir l'accès, le respect de soi aussi, que tu ne peux pas l'avoir tout seul, que c'est quelque chose que tu dois chercher dans le monde, que tu dois voir par les autres gens. Donc, pour moi, ce qui est un peu tragique, c'est qu'on a tellement peur des autres, mais que c'est les autres qui finalement peuvent nous épanouir parce que c'est là où notre clé pour la vie se trouve, si on peut dire ça. Oui. D'accord. En même temps, oui, je veux pas trop dire c'est comme ça, D'accord. oui, ouais. Et pour, en tout cas, la première chose que tu disais, tu devrais prendre contact avec Nike. Et ils devraient te sponsoriser puisque tu fais le Just Do It, hein, considère ce que tu veux faire et puis fais-le. Euh, Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses que moi, je ne fais pas non plus. Tu vois, moi, je me bats d'accord. pas aussi beaucoup avec... oui, parce que le programme où je viens, c'est très... Tu vois, c'est très strict que quand il y a une situation que tu n'as pas vaincu, un mot qui n'est pas... Quand tu as aucune peur du tout, bah, ils disent qu'il faut que tu le fasses, il faut que tu détruis le bégaiement maintenant et que la vie, elle commence après de ça. Et donc, moi, je suis aussi, j'ai beaucoup de questions sur la vie où je ne trouve pas la réponse. Et que, oui, c'est difficile à expliquer, mais tu vois, hmm, je ne sais pas comment le dire. Ouais. Je sais pas si tu as compris un petit peu. Non, je comprends. Ah, et ce que moi j'en ai compris, c'est qu'on n'a pas toujours toutes les réponses directement à toutes les questions. Il y a pas mal de situations, de défis qu'on doit surmonter Hmm, et ça prend son temps. oui. Voilà, c'est un voyage qu'on fait pour y arriver. Et bon, parfois, faut s'accrocher et Hmm. faut s'accrocher pour pouvoir y arriver, quoi. Donc, ça, c'est ce que moi, j'en Oui, déduis de ce que tu dis. oui, c'est ça. Parce que moi, je veux pas te dire là que j'ai tout fait. Il y a beaucoup de choses qui me manquent, beaucoup que je n'ai pas fait, beaucoup je dois travailler. Et donc, oui, et j'ai toujours beaucoup de problèmes avec ça. Donc, c'est pas, oui. Mais est-ce que ça va venir? Tout a son propre temps, comme on dit au Danois, en danois. C'est très, très sage comme message et je pense que c'est fantastique pour en terminer avec ça. Je te remercie encore une fois, Amy, pour avoir fait cette interview avec Stuttering Society. Enchanté Enchanté. et merci. Au revoir. À la prochaine. Tiens-toi Alors, bien. Au revoir. ciao.